Bonjour à tous. Plus de la moitié des Tchèques se disent athées. C'est ce contexte que le pape va découvrir en fin de semaine puisqu'il se rend en République tchèque pour une visite de 3 jours. On dit que c'est le pays le plus déchristianisé d'Europe. Et pourtant, la fête nationale est dédiée à un martyr de l'Église auquel les Tchèques rendent hommage tous les 28 septembre. C'est la raison du choix de la date du voyage du pape, date qui coïncide également avec les 20 ans de la chute du régime communiste dans le pays. Décryptage avec une universitaire tchèque et catholique, Kateřina Šebková. Bonjour, merci d'être avec nous. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé votre nom de famille. Oui, Kateřina Šebková. Voilà, c'est mieux comme ça. Une première question de vocabulaire. Faut-il parler de République tchèque ou de Tchéquie? Il faut mieux parler de la République tchèque, c'est plus formellement vrai, c'est plus exact. Tchéquie, c'est plutôt une région qui correspond au Bohême. D'accord. Qui fait juste un peu plus que la moitié de la République tchèque, avec la Moravie et la Silésie. Alors pour commencer cette émission, je vous propose de mieux comprendre le paysage religieux de la République tchèque. Dans quel contexte arrive le pape sur le plan du paysage religieux, bien entendu? Décryptage avec Sophie Lenné. La République tchèque possède la réputation d'être le pays le plus athée en Europe. La moitié de la population se déclare sans confession. L'église la plus répandue est l'église catholique. Elle représente 27% de la population. C'est incontestablement le résultat direct de la propagande communiste qui a influencé plusieurs générations à une éducation anti-religieuse. À l'époque communiste, pendant 40 ans, toute activité de l'Église était contrôlée. Seuls les prêtres avaient le droit d'être actifs dans l'Église. Les laïcs ne pouvaient pas collaborer, exercer des activités apostoliques et pastorales. C'était interdit et très surveillé. Alors, depuis la chute du communisme, un large espace s'est ouvert pour les activités de l'Église. C'était nécessaire d'activer, de raviver ces activités, dont la participation des laïcs aux missions pastorales et apostoliques de l'Église. L'Église catholique entretient des relations tendues avec le gouvernement tchèque. Principal point de discorde, la restitution des biens religieux confisqués par le régime communiste, comme la cathédrale Saint-Guy de Prague. 20 ans après la chute du communisme, nous n'avons toujours pas résolu le problème de la restitution des biens entre l'Église et l'État. Et ceci est la conséquence de la non-volonté des politiciens. Les politiciens ne veulent pas résoudre ce problème. Et nous sommes toujours dépendants de la volonté de l'État. Un litige que le pape Benoît XVI et le président tchèque Václav Klaus avaient évoqué en mai dernier et qui pourrait être abordé lors de la venue du Saint-Père. Ce problème, Kateřina, on va en reparler un peu plus tard. Mais d'abord, est-ce qu'on peut dire que la République tchèque est un pays athée? C'est une question qui est vraiment compliquée, mais c'est vrai que selon les statistiques, on est entre les pays le plus sans religion, on peut dire. Athée, c'est déjà un mot un peu compliqué. Il y a plutôt peut-être l'atmosphère d'indifférence religieuse. D'indifférence, oui. Plutôt parce que l'Église tchèque, il était instrumentalisé 2 fois dans l'histoire tchèque. C'était l'Église catholique d'abord qui était instrumentalisée par les Habsbourg. Et puis pendant la Première République, c'était l'Église protestante ou l'Église tchèque hussite. Donc 2 fois, l'Église était utilisée comme un instrument de politique. Et
Je pense que ça, entre les autres facteurs, a amené à une indifférence religieuse. Et puis, il y a le régime communiste, bien sûr. On va en reparler dans un instant. Mais est-ce qu'il n'y a pas un vide de sens spirituel en République tchèque? Est-ce qu'on le ressent, ça, quand on est là-bas? Non, ce n'est pas tout à fait le cas. Je pensais plutôt une inconfiance vers l'Église. D'accord. Parce que les Tchèques, je ne pense pas qu'on peut dire qu'ils ne sont pas spirituels. Au contraire, selon les recherches, on est à la recherche d'une spiritualité, on croit à quelque chose. Il y a cette tendance vers la spiritualité nouvelle ou même un peu ésotérique, mais plutôt c'est le problème d'église. Alors pendant 70 ans, même plus de 70 ans, la République tchèque et la République slovaque formaient la même nation, la Tchécoslovaquie, qui devient un satellite de l'URSS à partir de 1945 jusqu'en 1989. Comment l'Église tchèque a vécu cette période que vous évoquiez à l'instant? Là, c'est vrai que ça a divisé l'Église. C'était bien sûr le problème de conscience. Il y avait l'Église qui a peut-être fait certains accords avec le régime, l'Église officielle, et puis il y avait l'Église secrète. Donc voilà, une Église officielle et une Église souterraine ou secrète, un peu comme en Chine alors finalement. Souterraine, secrète, il y avait l'Église, il y avait des prêtres qui étaient juste ordonnés prêtres à l'étranger par exemple, mais qui étaient officiellement prêtres même si on ne le savait pas trop. Et puis l'Église souterraine qui est tout un chapitre particulier parce que c'était l'Église qui s'est inspirée beaucoup du Concile Vatican II, qui a fait pas mal de réformes. Par exemple, il y avait des prêtres mariés. Et cette Église, après la chute du régime, on avait beaucoup de discussions comment gérer la situation avec les prêtres qui étaient ordonnés pendant cette période. Donc, on les a proposé de faire une nouvelle ordonnance subconditionnée qui serait valable dans le cas si la première ordonnance n'était pas valable. Ah oui, donc... Et il y avait certains prêtres qui ont refusé ça. Ils se sont dit, mais ces années de régime, tout ça, c'était pas en vérité. Donc, ils ont quitté l'Église. C'était pas la bonne Église, en fait. Il y avait certaines qui n'étaient pas d'accord avec l'avis du Vatican de faire de nouvelles ordonnances. Ils ont quitté l'Église. Puis il y avait certains qui ont rejoint l'Église gréco-catholique, où les prêtres peuvent être mariés. Et il y a certaines exceptions qui ont resté dans l'Église catholique, même si c'est des prêtres mariés. Il y en a 2 ou 3 à la République tchèque. Et est-ce que l'Église a été persécutée pendant cette période de régime communiste et comment? Bien sûr, elle a été persécutée. Il y avait, comme dans la plupart de la population, cette question difficile. Est-ce qu'on fait des certains accords avec les idées du régime? Est-ce qu'on est plutôt des résistants? Est-ce qu'on se bat pour nos idées? Mais on risquait d'être emprisonné. Il y avait également une éducation anti-religieuse dans les écoles. Comment ça se passait? Disons que la religion, c'était un chapitre qui n'existait pas vraiment, où tout ce qui était théologie et philosophie était enlevé du programme éducatif. Donc ça pouvait aussi produire une indifférence entre les gens qui étaient élevés pendant cette période. Pourtant, la République tchèque a une tradition chrétienne très importante. Oui, on peut dire ça. C'est déjà notre patron. Dans le sillage de la chute du mur de Berlin, la révolution de velours renverse le régime communiste en décembre 1989. C'était il y a 20 ans. Le voyage du pape dans le pays fait donc écho à cet anniversaire. C'est en tout cas l'avis de Pavel Fischer, l'ambassadeur de la République tchèque en France qu'on a rencontré. Écoutez ce qu'il dit. La visite du pape intervient dans un moment historique important, car nous sommes à 20 ans depuis la chute du rideau de fer, disparition d'une rupture ou d'une plaie qui séparait les pays européens, et les gens étaient très sensibles au rôle qui a été joué par tous ceux qui ont en quelque sorte pu et su relever la tête et se sont montrés courageux en disant non à un système qui était tellement oppressant pour les gens et pour les citoyens.
Et parmi eux, de nombreux membres de l'Église, de nombreux prêtres religieux qui étaient souvent hors la loi et qui étaient pourtant du côté de ceux qui cherchaient à donner la dignité, à rendre la vie plus humaine et plus libre. Donc peut-être cet aspect historique sera un des aspects très présents lors de cette visite du pape Benoît XVI. Monsieur Pavel Fischer, ambassadeur de République tchèque en France, qui est catholique, il faut le préciser. Alors pour évoquer ce rôle de l'Église dans la résistance à l'occupation, ou plutôt au régime communiste, je voulais qu'on évoque le rôle du cardinal Tomaszek, qu'on va voir en image. Ancien archevêque de Prague, décédé en 1992, il a été une grande figure de résistance sous la période communiste. Il est interné par le pouvoir pendant 3 ans et c'est le pape Paul VI qui le crée cardinal in pectore, c'est-à-dire que sa nomination n'a pas été dévoilée tout de suite pour le protéger. Quel rôle a joué ce cardinal et l'Église catholique dans la résistance aux communistes? Je pense que cardinal Tomaszek, il était surtout le symbole de nouvelles conditions pour la révolution de velours. Il était vraiment quelqu'un admiré par la nation tchèque. Et un grand artisan du Concile Vatican II également, par ailleurs. Pourquoi on dit révolution de velours d'ailleurs? Parce que ça s'est passé tranquillement. On peut être assez exemplaire dans l'Europe parce qu'il n'y avait pas de guerre. Il y avait juste un proteste idéologique contre le régime. Avec des manifestations, ce genre de choses? Oui, il y avait une grande manifestation, oui, en 89. Alors c'était il y a 20 ans. Quel sens historique avez-vous donné à la visite de Benoît XVI par rapport à cet anniversaire des 20 ans de la chute du communisme? Je pense qu'on peut repenser à la visite de Jean-Paul II dans l'année 90, qui a un peu confirmé cet changement en démocratie, parce que déjà, ce qui est intéressant, par exemple, la garde nationale s'est occupée des préparations pour la visite du pape Jean-Paul II. Oui, ça c'est intéressant. Avant, c'était le symbole de pression contre la religion. Comment se passent les relations entre l'État et l'Église en République tchèque aujourd'hui? Disons qu'on parle beaucoup de la question des biens religieux, qui étaient toujours pas rendus à l'Église, et on ne sait pas si ça arrivera un jour. Ça, c'est un point de polémique très important en République tchèque. Oui, et on peut dire aussi que les partis politiques s'en servent bien sûr un petit peu comme un sujet de polémique, d'attirance des électeurs. Bon, en réalité, c'est que les prêtres, l'Église est toujours payée par l'État. Les biens immobiliers ou des forêts, ils appartiennent toujours pas à l'Église. Il y avait une grande polémique autour de la cathédrale Saint-Guy. Voilà. Et il n'y a pas un accord avec le Vatican, donc cette situation est un peu particulière. Mais au point de vue idéologique, il y a une certaine autonomie de l'Église quand même. Donc c'est pas si catastrophique que ça? Non, mais ça, c'est vrai que cette question est toujours brûlante. Pendant 70 ans, je le disais, on parlait de la Tchécoslovaquie et non pas de la République tchèque ou de la République slovaque. Mais ce qui est étonnant, c'est que depuis 1993, les deux pays sont indépendants. Donc d'un côté, il y a désormais la République tchèque et la Slovaquie. Mais ce qui est étonnant, c'est que la Slovaquie est plus catholique que la République tchèque. Pourtant, elles ont une histoire commune. Oui, c'est aussi, on peut voir ces différences entre la Tchéquie et Moravie. Parce que aussi, la Moravie restait beaucoup plus traditionnelle, beaucoup plus catholique. Alors la Moravie, c'est quoi La Moravie, c'est la partie plus à l'est. D'accord, plus à l'est de la République tchèque. Et donc plus proche de la Slovaquie. Oui, c'est ça. À mon avis, il peut y avoir une influence plus forte de l'austro-catholicisme qui est plus présent à la Moravie. Donc, ce catholicisme baroque. Et c'est peut-être ça qui fait la différence. Déjà, je pense que cet austro-catholicisme est présent en général à la République tchèque toujours. Et donc aussi, peut-être, oui, je crois que c'est la stabilité dans la tradition, qui est la religiosité du peuple qui est plus présente.
Katerina, on va prendre maintenant la température dans le pays à quelques jours de la visite de Benoît XVI en République tchèque. On va à nouveau entendre le cardinal Vlk, l'archevêque de Prague. Il évoque cette prochaine visite de Benoît XVI. On l'écoute. Nous attendons la visite du Saint-Père depuis 1 an, car nous savions qu'il y avait cette possibilité pour qu'il vienne en République tchèque. Le pape a déjà visité plusieurs États, de grands États. Nous sommes un petit peuple au cœur de l'Europe. Alors pour nous, je dirais que c'est une grâce et une bénédiction que le Saint-Père nous fait en venant nous rendre visite. Nous espérons que sa venue renforcera notre foi. L'ambassadeur de République tchèque en France, lui aussi, souhaitait évoquer avec nous la venue de Benoît XVI dans le pays. On écoute ce qu'il en dit. Benoît XVI vient en tant que pape. Néanmoins, il vient aussi en tant que voisin. Parce que la Bavière, son pays natal, est juste à côté de chez nous. Et donc les gens attendent aussi en quelque sorte un voisin qui connaissent de par la culture, par la proximité. Et donc je crois que son message sera aussi attendu comme un message de quelqu'un qui est finalement très proche. Un voisin, Benoît XVI, qu'est-ce que vous en pensez, Katerina ? Mais disons que ça rend peut-être bien dans cette image d'austro-catholicisme. Mais... bon. Alors le pape vient dans le pays à l'occasion de la fête nationale dédiée aux martyrs de Saint Venceslas. Est-ce que je prononce bien ? Saint Venceslas. C'est pas un peu étonnant dans un pays qu'on dit justement marqué par l'indifférence religieuse que la fête nationale soit celle d'un martyr de la foi ? Bon, c'était pas depuis toujours qu'on était dans cette climat de l'indifférence anti-religieuse. Saint Venceslas, c'est un des premiers saints et aussi un homme politique, leader du pays. Un gouvernant, qui un était, prince. Oui, qui était influencé par sa grand-mère, qui était aussi très important pour notre paysage religieux, Sainte Ludmila. Et donc, il était un symbole de la chrétienté, de la culture tchèque, parce que c'était à l'époque vraiment que la chrétienté commençait à naître. Et la plupart des pays étaient païens encore. Et c'était aussi un symbole d'un leader ou guide qui était très en justice. Un homme juste. Un homme juste, oui. Donc, en fait, il y avait une grande légende qui était née derrière. Et c'est grâce à cette légende, je pense, qu'on garde aussi Saint Venceslas comme un patron de pays. Qui est mort devant la cathédrale Saint-Guy de Prague, qu'il avait fait construire. Cathédrale que le pape va visiter. Oui, en fait, il était assassiné à Stará Boleslav. Hein. C'est pas cathédrale Saint-Guy. Je me trompe. Alors, en tout cas, il a fait construire cette cathédrale Saint-Guy. Non, non plus, je me trompe deux fois. C'était Charles IV plus tard, mais lui, Saint Venceslas, il a été assassiné à Stará Boleslav, donc c'est une des dernières étapes de Jean-Paul II. Du voyage de Jean-Paul II et de Benoît XVI. De Benoît XVI, oui, de Benoît XVI, où il y aura une rencontre des jeunes. Donc, à Stará Boleslav, c'est un symbole du peuple, de la nation tchèque lié à la légende de Saint Venceslas, qui était assassiné par son frère Boleslav, qui était plus compétent comme politicien et qui désirait faire une politique différente du pays. Donc, voilà, ça sera la journée de lundi pour le pape, du lundi 28, donc au jour de la fête nationale en République tchèque. Le pape va aussi se rendre dans l'église de Sainte-Marie de la Victoire de Prague, où il vénérera la célèbre statue de l'enfant Jésus de Prague, source de multiples grâces, miracles et apparitions de toutes les époques où on voit cette statue en image. Quelle est la force de cette statue ou quelle est sa place en République tchèque ?
C'est une des symboles de la République tchèque, mais en fait, il y a une légende aussi derrière qu'un moine espagnol a fait cette petite statue selon une disparition. Puis aussi, il y a une légende sur Sainte Thérèse qui avait cette petite statue. Et puis la statue était offerte à ce monastère de Sainte-Marie de la Victoire par l'aristocratie Lobkowicz. Donc aujourd'hui, c'est un des lieux de pèlerinage le plus important de la République tchèque qui est connu dans le monde entier, surtout dans les pays hispaniques, qui a parfois une réputation plus forte que la République tchèque même. Ça, c'est pas mal. La statue est plus connue que le pays. Ça arrive. Un cardinal a raconté une anecdote qu'il s'est présenté dans les îles hispaniques et on ne connaissait pas la République tchèque, mais le petit enfant de Jésus du Prague, on a reconnu. Il y a des églises partout dans le monde qui sont aussi qui étaient faites selon le modèle de notre petit enfant de Jésus du Prague. Et il y a un lien fort entre la culture tchèque et la culture hispanique? À part de ça, je ne me rends pas compte. Le pape ira également dans la deuxième ville du pays, qui se prononce Brno. Brno, ça s'écrit B-R-N-O, donc pour un français c'est pas facile à prononcer. Dans la culture chrétienne du pays, qui représente cette ville? Déjà que c'est la capitale de Moravie, c'est notre deuxième, la plus grande ville de la République tchèque. La Moravie, comme j'ai déjà mentionné, est plus traditionnelle et donc plus croyante, plus catholique. Et aussi, il y a deux traditions principales de la chrétienté de la République tchèque. C'est la tradition de Saint Constantin et Méthode, Cyril et Méthodier, qui vient de la Moravie, et Saint Venceslav qui vient de la Tchéquie. Donc on peut dire que ce voyage aussi représente un dialogue de ces deux traditions. Et ces deux traditions qui ont besoin de dialoguer, justement? C'est peut-être une tradition entre la Moravie traditionnelle et Tchéquie qui sont un peu plus froides dans la foi. Mais aussi l'importance de rencontrer à Brno, à mon avis, c'est que c'est assez stratégique pour les Polonais, pour les Slovaques, pour les pèlerins d'autres pays qui peuvent participer à ces rencontres. Ah oui, ça c'est intéressant aussi. C'est-à-dire que des pèlerins slovaques vont venir à Prague, à Brno, enfin pas à Prague mais à Brno justement, pour voir le pape. Oui, je pense qu'il y a déjà pas mal de pèlerins slovaques, polonais qui sont inscrits parce que... Il y a une grande proximité aujourd'hui entre les Tchèques et les Slovaques? Je pense qu'en tout cas on n'a pas les relations conflictuelles, comme déjà la séparation était Voilà, on va revenir tranquille. Un peu sur cette séparation puisqu'on appelle également cette séparation, la séparation de velours entre les Slovaques et les Tchèques. Comment ça s'est passé? Et est-ce que l'Église a pris position dans cette séparation? Je ne pense pas que l'Église a joué un rôle important. C'était plutôt la question politique, la question d'autonomie économique. Je pense que les relations restaient toujours importantes, qu'il y a un échange, il y a... Par exemple, de mon milieu, je peux donner un exemple des étudiants slovaques qui vont étudier à Prague. J'imagine qu'il y a aussi le contraire qui se passe. Donc, il y a à ce sujet, c'est ça, mais au niveau d'église, vous avez raison que ce n'est pas la même situation, que la Slovaquie est beaucoup plus catholique. Est-ce qu'on parle la même langue d'ailleurs en Slovaquie et en Non, République tchèque? C'est pas la même langue, mais les langues ressemblent beaucoup. Vous comprenez le slovaque? Oui, je suis capable de comprendre. C'est peut-être pour les étrangers, on pourrait ça définir plutôt comme des dialectes, mais c'est deux langues autonomes. D'accord. Et c'est la 4e fois qu'un pape se rend en République tchèque. Qu'est-ce que vous en attendez en tant que catholique tchèque? Donc moi, personnellement... Oui, personnellement. J'espère que ça peut renforcer la situation. On nous dit le pays le plus athée du monde, mais j'espère que ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a aussi des problèmes de statistiques, des recherches comme ça, que les gens peut-être n'osent pas Les questions ne sont pas toujours bien posées, c'est ça ce que Il y avait dire? déjà des accords entre le recensement de la population, qui dit qu'on est 27% de catholiques. Mais après, il y avait aussi une recherche faite par le Vatican qui donnait des dates, il me semble, 32%.
Donc un chiffre un peu différent déjà. Ça dépend beaucoup de la formulation de questions et puis peut-être aussi le caractère tchèque est plus pragmatique. Je pense qu'on peut faire plein des hypothèses sur ça. Mais j'espère que cette visite peut plutôt renforcer les catholiques qui restent. Aussi, il y a d'autres niveaux de ces visites. Ce n'est pas que la visite pastorale, mais aussi la visite diplomatique. Donc, le Benoît, ça représente un pays, le Vatican. Et j'espère que son message peut aussi appeler d'autres personnes de la République tchèque, pas que des croyants. Merci en tout cas Kateřina Serpková. Je rappelle que vous êtes tchèque universitaire à l'école, je me trompe, à l'école pratique, à l'école de hautes études en sciences sociales. Voilà, très bien. Écoutez, vous l'avez dit pour moi, merci. Le voyage de Benoît XVI, lui, est bien entendu à suivre en direct et dans son intégralité sur KTO. Pour plus d'informations sur les étapes de son voyage en République tchèque, notre site internet, le www.ktotv.com. Et puis un grand merci à TV Lux, la télé catholique slovaque, et Noé TV, la télévision catholique tchèque, qui m'ont aidé à préparer cette émission. La semaine prochaine, nous partirons à la découverte de l'église du Maroc. Très bonne semaine à tous.